Et si le talent de Michael Jackson n'était pas un don, mais une armure? Derrière chaque pas de danse millimétré se cache l'ombre d'un père tyrannique et d'une dynamique familiale où l'amour avait un prix, la perfection. On va analyser comment le clan Jackson a créé une icône tout en brisant l'homme. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Ici, nous parlons de confiance en soi, d'estime de soi, amour de soi. Alors, si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager massivement. J'accompagne les femmes qui doutent, des femmes qui se sentent bloquées, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. J'accompagne aussi les femmes à atteindre leurs objectifs dans la vie. J'ai été regarder le film Michael Jackson en tant que grande fan. Je me suis dit, je vais faire un podcast pour parler de cela. Alors, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo sur le sujet à chaud quand je sortais du ciné. Donc, j'ai fait une vidéo face cam qui est déjà en ligne, que je vous inviterai à aller visionner. C'est une vidéo qui dure environ une vingtaine de minutes. Mais je me suis sentie frustrée. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo-là, je n'ai pas pu rentrer vraiment en profondeur. Et cette vidéo-là, je ne voulais pas la faire très longue. Mais cette fois-ci, les podcasts, si vous me connaissez, moi, dans mon habitude, les vidéos face cam en général, je ne les fais pas très longues. J'essaye une dizaine de minutes, voire 20 minutes, ok? Et les podcasts, c'est là où je vais vraiment en profondeur. Donc, si vous faites partie de ces femmes-là qui aimaient la profondeur, ces femmes-là qui n'aimaient pas seulement la surface, vous êtes au bon endroit. Donc, installez-vous, prenez votre place, mais partagez aussi massivement la vidéo, la chaîne à votre entourage. Dans ce podcast, justement, je vais revenir justement sur le film de Michael Jackson, sur la vie de Michael Jackson, pour justement parler de chaque personnage, du moins les personnages principaux. Le but, c'est de faire une analyse psychologique, une analyse psychologique de chaque personne, mais aussi de la dynamique familiale, de la dynamique du groupe, qui est extrêmement important. Le but n'est pas seulement de parler de Michael Jackson, bien que nous soyons des fans, ok? Mais l'objectif, c'est de se servir de la vie de Michael Jackson, de son biopic, justement, pour pouvoir en tirer des leçons et faire mieux dans nos vies. Vous savez, on apprend de deux manières. Soit de ses propres erreurs du passé, soit des erreurs des autres. Et je pense qu'il est extrêmement important de regarder le voisin, de regarder l'autre personne qui est en face de nous, de voir les erreurs que cette personne a faites et de s'en inspirer pour justement faire mieux. Pas pour critiquer la personne, pas pour juger la personne, mais uniquement dans le but de s'améliorer soi-même, dans le but de faire mieux. Pas parce qu'on veut être supérieur à la personne, parce qu'on se sent supérieur à la personne, non. Mais pour nous-mêmes, parce qu'on aimerait devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et vous devez comprendre que les échecs de Michael Jackson, les échecs des autres, peuvent être un tremplin pour nous. Parce qu'il va nous permettre justement de gagner du temps. De gagner du temps en n'allant pas refaire ses erreurs. Parce que comme j'ai dit, il y a deux manières d'apprendre. Soit par ses propres erreurs, soit par les erreurs d'une autre personne. Alors, le fait d'apprendre de l'erreur d'une autre personne, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner de l'énergie, ça nous fait gagner en beaucoup de choses. Parce que du coup, on n'a plus besoin ça nous évite de refaire les mêmes erreurs de cette personne. Donc, le but de ce podcast, justement, est d'entrer en profondeur pour analyser la psychologie de chaque personnage, la dynamique familiale, et qu'au travers de cela, on en tire une leçon pour nous-mêmes, notre propre développement personnel, pour nos enfants, pour nous-mêmes en tant que personnes, en tant que femmes, pour nous-mêmes en tant que parents, en tant que mères, pour celles qui sont mères, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre carrière, pour nos rêves, bref, dans tous nos domaines de vie. La vie de Michael Jackson est vraiment quelque chose qui peut être utilisé pour apprendre, pour faire vraiment quelque chose de mieux, pour éviter de faire des erreurs. Donc, on va dire d'ailleurs merci à Michael Jackson parce que lui et sa famille, grâce aux erreurs qu'ils ont fait,
ça nous permet justement de gagner en temps en évitant de faire les mêmes erreurs que lui ou les membres de sa famille ont fait. On va donc rentrer dans le vif du sujet. Rappelez-vous que le but est de tirer des leçons. En tirant des leçons, vous appliquez le contraire dans votre vie, dans la vie de votre famille. Okay? Michael Jackson, vous savez, n'est pas un individu isolé, mais le produit d'un système familial extrêmement structuré et exigeant. On parle de Michael Jackson, un adulte Michael Jackson, on dit ouais Michael Jackson, mais ce que beaucoup oublient ou ignorent, c'est qu'il n'est pas juste lui, Michael Jackson, il n'est pas un individu isolé, mais il est le fruit d'un système. J'appelle ça le système Jackson, qui a été bâti avec à la tête le père Joe Jackson. Donc, comment un enfant prodige comme Michael Jackson devient une icône mondiale tout en restant psychologiquement enfermé dans son enfance? On va d'abord commencer par étudier le patriarche qui est Joseph Jackson. Il faut savoir que pour ceux que je ne vais pas vous dire raconter l'histoire. Non, il faut que chacun aille regarder le film, vraiment aller regarder. Le film, il est excellent, il est magnifique, il est sublime, surtout pour les fans comme nous. Je vais essayer dans le podcast d'être objective. OK, c'est vrai que je suis une grande fan, mais malgré le fait que je sois une fan, je vais porter des lunettes extérieures, OK, et je vais essayer d'être vraiment objectif parce que le but est d'être objectif et d'apprendre et d'utiliser justement cela pour nous, pour nos vies personnelles. On va parler du patriarche qui est Joseph Jackson. Joseph Jackson, c'est lui le catalyseur, le succès. Il est le catalyseur du succès de sa famille, le catalyseur du succès de Jackson. Mais il est aussi le catalyseur de la douleur de Michael Jackson. Oui, il est à la fois, vous voyez, c'est un personnage antagoniste. Il est à la fois le catalyseur du succès de son fils, Michael Jackson, mais il est aussi en même temps le catalyseur de la douleur de cet enfant. Alors, Joseph Jackson, c'est un homme qui est dur, qui est marqué par ses propres échecs et qui voit ses enfants comme une extension de sa propre réussite. Quand vous allez regarder le film, il les met par exemple devant eux et il leur dit dans la vie, il y a des gagnants et il y a des perdants. Il leur dit des phrases par exemple du genre, est-ce que vous aimeriez finir votre vie à travailler dur, à faire je sais pas quoi, je suppose que c'est le métier que lui fait. En gros, il est en train de leur dire qu'est-ce que vous aimeriez terminer votre vie dans la pauvreté, à faire un travail minable. C'est ce qu'il est en train de leur dire en fait. Donc, c'était un homme qu'on ressent en fait, on ressent que c'était un homme qui était frustré par sa pauvreté, parce qu'il faut comprendre que Michael Jackson naît dans une famille pauvre, ok? Ils sont 10 enfants, ou 10 frères et sœurs, et ils sont dans un petit appartement. Oui, voilà. Ils se marchent les uns dessus. Et le père travaille, mais c'est pas un salaire, voilà quoi. C'est la galère, voilà. Et en plus de cela, on est dans un contexte américain, le contexte ségrégationnel. À l'époque, il y avait encore... Vous savez que déjà, les États-Unis déjà sont profondément racistes de base. Et à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de racisme, de ségrégation. C'était encore beaucoup plus... C'est vrai qu'il y en a, c'est toujours le cas, hein, mais c'est beaucoup moins profond qu'il y a plusieurs années. Et cet homme donc est un homme qui est frustré par ses échecs, parce qu'il estime qu'il a échoué, parce qu'il aurait aimé avoir une meilleure vie. Il aurait aimé donner une meilleure vie à ses enfants. Il aurait aimé vivre dans une belle maison, il aurait aimé avoir un meilleur travail, il aurait aimé avoir plus d'argent, mais ce n'est pas le cas. Donc il est frustré par sa propre vie qu'il considère comme un échec. Et il ne veut surtout pas que ses enfants eux aussi échouent. Il ne veut pas qu'il y en ait qu'un seul qui échoue. Pour lui, dans sa tête, il les forme, il les mentalise afin qu'ils réussissent tous et qu'ils ne se retrouvent pas plus tard comme lui, dans la galère, dans la pauvreté, dans un travail minable qui est difficile et à souffrir. Donc c'est un homme qui est dur, extrêmement dur. D'ailleurs, dans le film, on le voit et puis on le sait, Michael Jackson l'a dit plusieurs fois, c'était un enfant qui était battu. Il était vraiment battu, mais vraiment, il avait une rage quand il battait. C'est-à-dire, quand on voit la manière dont il frappait Michael Jackson, on sentait une rage, une colère. On sentait, c'est-à-dire, c'était un homme, je pense que cet homme-là a eu aussi, lui, des problèmes dans son enfance. Il a dû être aussi battu dans l'enfance. Dans l'enfance, il a forcément été battu. Et il est né, il a grandi dans la pauvreté. Et toute cette pauvreté le frustre. Donc, devenant grand, devenant un père,
cette frustration-là qui est en lui, justement, il le ressent au travers des coups qu'il donne. À Michael Jackson notamment. Et c'était un homme tellement dur, c'est-à-dire c'est un homme que même sourire c'était difficile, tellement il était dur que son visage était, limite il était un peu aigri. Mais comment ne pas être aigri lorsqu'on est pauvre, qu'on n'a pas on ne vit pas la vie de ses rêves, qu'on ne peut pas offrir à sa femme et ses enfants la vie qu'il devrait? Comment est-ce qu'on ne va pas être aigri lorsque on a un travail minable, un travail qui est difficile, qui est physique et où on ne gagne pas grand-chose? Comment ne pas être aigri? Ouais. Donc c'était un homme qui était assez gris, qui était marqué par ses propres échecs, parce que ses propres échecs l'ont marqué. Sa propre pauvreté, la pauvreté de ses parents l'ont marqué. Et il voit donc justement au travers de ses enfants, de tous, vraiment une extension de sa propre réussite. Il s'est dit, ok, moi j'ai échoué, moi j'ai raté, ok, bon je suis vieux, mais moi mes enfants ne rateront pas leur vie. C'est pas quelque chose qu'il le dit ouvertement, mais c'est ce qu'on ressent à la manière dont il parle à ses enfants, la manière dont il les forme, la manière dont il les mentalise en fait, la manière dont il les coach. On sent en fait que il est en train de... C'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. C'est quelque chose qui est dans ses tripes. Il ne veut pas que ses enfants finissent comme lui. Il ne veut pas que ses enfants soient pauvres comme lui. Il ne veut pas que ses enfants se retrouvent dans un travail minable qui est difficile, qui est physique et en plus où ils ne gagnent pas bien. Il ne veut pas que ses enfants se retrouvent dans un petit appartement où ils se marchent les uns dessus parce que voilà, il ne veut pas que ses enfants galèrent. Donc pour lui, ses enfants sont justement l'extension de sa propre réussite. Il aurait aimé réussir. Il aurait aimé justement réussir quoi. Il aurait aimé avoir plus d'argent. Il aurait aimé pouvoir voyager. Il aurait aimé pouvoir donner mieux, plus à sa famille. Il aurait aimé avoir une vie plus douce. Mais il ne l'a pas eu. Et c'est pour cela qu'il renvoie cela du coup dans ses enfants. C'est-à-dire quand il voit ses enfants, il les voit en fait comme une extension de sa propre réussite. Quand ses enfants réussissent, en réalité, pour lui, c'est lui qui a réussi. Parce que c'est l'extension de sa propre réussite là qu'il n'a pas eu. Il faut donc comprendre que l'impact qu'il y a eu sur Michael Jackson, c'est que la peur, parce que c'est un homme qui était assez tyrannique, et il y avait cette ambiance-là, cette atmosphère de peur dans la maison. Okay? Et la peur a été comme moteur de performance. Michael Jackson a donc associé l'amour à la perfection technique. S'il ne chantait pas bien, il n'était pas aimable. S'il ne chantait pas bien, il n'était pas aimé. Parce qu'on le voit par exemple, lorsque Michael Jackson ne chantait pas bien, son père était en colère, il le frappait. Lorsque Michael Jackson était fatigué, par exemple, qu'il n'avait pas envie de s'entraîner, il n'avait pas envie de chanter, il était battu. Lorsqu'il ne voulait pas faire... Voilà. Donc, Michael Jackson a donc associé cela, il a associé le fait que pour que je sois aimé, je dois faire plaisir à mon père. Et faire plaisir à mon père, c'est être parfait. C'est d'avoir une perfection technique dans le chant, dans la danse. C'est comme ça que mon père ne peut que m'aimer. Parce que lorsque je chante mal ou lorsque je ne veux pas chanter ou lorsque je n'ai pas cette perfection technique, mon père n'est pas content, mon père est en colère, mon père me bat. Alors, Michael Jackson a donc associé, pour lui, c'est ça l'amour. Pour lui, l'amour, il l'a associé à la perfection technique. Il sait que pour lui, pour qu'il soit aimé, il doit chanter bien. Il doit chanter à la perfection. Pour que son père l'aime, il doit bien chanter. Il doit être dans cette perfection et dans cette discipline-là où il fait les choses bien. Et effectivement, on le voit. Lorsque Michael Jackson chantait bien, lorsqu'il s'entraînait bien, lorsqu'il faisait ce que son père voulait, son père était content. Donc, en tant qu'enfant, il a intégré que l'amour est associé justement à ce que lui, Michael Jackson, peut faire. L'amour de son père, la reconnaissance de son père n'est associée qu'au fait que, je dois bien chanter, je dois bien danser, je dois être dans une perfection technique, en fait. Et il a vécu dans cette peur-là. La peur, justement, a été le moteur de sa performance. Donc, il y a des moments où, forcément, il n'avait pas forcément envie de chanter, il n'avait pas peut-être envie de s'entraîner, mais parce qu'il avait peur de son père, parce qu'il avait peur du fouet, ça le motivait. Ça le motivait, justement, à performer, ça le motivait à exceller. Il y a justement dans leur relation un mélange de gratitude pour la carrière et la terreur viscérale. D'ailleurs, Michael Jackson l'a toujours dit. C'est-à-dire que dans plusieurs interviews qu'il a fait, il a cette gratitude-là. Il est reconnaissant. Il reconnaît que c'est grâce à son père qu'il est là où il est.
Oui, et c'est un fait, c'est vrai. C'est grâce à son père s'il est là où il est. Parce que son père l'a coaché, son père l'a suivi, son père l'a accompagné, son père a... Voilà quoi, il n'a pas lâché. Peu importe la manière dont ça a été fait. Bon, enfin, peu importe la manière dont ça a été fait. Quoi qu'il en soit, le boulot a été fait. Et Michael Jackson, ça, il le reconnaît. Il reconnaît que là où il est, c'est quand même grâce à son père. Son père a payé le prix. Son père a dû sacrifier aussi son sommeil, son temps, son énergie et autres, justement, pour pouvoir le coacher, lui et ses frères, pour pouvoir les entraîner, pour pouvoir... Voilà. Et je vous rappelle que quand il faisait des concerts, le père les prenait tous dans le camion, il les amenait dans les endroits du concert, ainsi de suite. Donc, le père a investi. Il a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, on ne parle même pas d'argent. Le temps et l'énergie, seulement, ça dépasse déjà l'argent. Donc, le père il a surinvesti même. Il a surinvesti sur ses frères, les Jackson 5. Sur ses frères et lui, quoi, sur le groupe Jackson 5. Il a investi vraiment sur sa famille. Et Michael Jackson, ça, il le reconnaît. Mais en même temps, il a ce mélange de gratitude pour la carrière, pour sa carrière où il est arrivé. Mais en même temps, il a cette terreur viscérale pour son père. Parce que oui, son père l'a tellement terrorisé toute son enfance, si bien que Michael Jackson, en grandissant, ça lui est resté dans le cerveau. Parce que le cerveau, vous savez, le cerveau est une machine. Le cerveau, il enregistre. Le cerveau enregistre des informations depuis l'enfance, depuis même le sang de votre mère. Le cerveau enregistre beaucoup d'informations. Et le cerveau de Michael Jackson, bien qu'il ait grandi, bien qu'il soit devenu adulte, il avait cette terreur viscérale. Donc vous voyez, c'est un mélange de gratitude pour son père, pour cette carrière-là, là où il est, parce que son père l'a aidé à arriver à ce niveau-là, mais aussi il a cette terreur viscérale en même temps. Donc c'est une relation un peu bizarre. C'est une relation où le père n'a pas donné de l'amour à son enfant, le père n'a pas dit à son enfant je t'aime, le père n'a pas dit à son enfant tu es le meilleur, tu vas y arriver. Bref, le père n'a pas été aimant, il n'a pas manifesté l'amour. Mais en même temps, le père n'a pas manifesté l'amour parce que certainement lui non plus n'a pas reçu des manifestations de l'amour dans son enfance. Parce que vous savez, on ne donne que ce que l'on reçoit. On ne donne que ce que l'on reçoit. Je ne peux pas te donner de l'argent si moi je n'ai pas de l'argent. Je ne peux pas te donner une connaissance si moi je n'ai pas cette connaissance. Et le père de Michael Jackson ne pouvait pas donner de l'amour à son fils, à ses enfants. Il ne pouvait pas manifester de l'amour à ses enfants au travers des câlins, au travers des paroles valorisantes, au travers de toutes ces choses-là qui font que ce qu'un enfant attend en fait de son parent. Il ne sait pas c'est quoi aimer. En fait, ce père-là n'a pas lui non plus, dans son enfance, reçu de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne sait pas comment aimer. Il ne sait pas comment manifester de l'amour. Alors, parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il n'a pas reçu cela lui-même dans son enfance, il ne peut pas le transmettre, lui non plus, à son tour, à ses enfants. Pour lui, aimer ses enfants, c'est tout simplement faire en sorte qu'ils perfectionnent, qu'ils soient dans l'excellence du chant, de la danse et autres, et qu'ils atteignent l'objectif qui en réalité n'est pas l'objectif des enfants, mais qui est l'objectif du père. Parce que c'est la frustration du père en fait, c'est de la frustration du père, en fait, qu'il est en train de manifester sur ses enfants. Et c'est cette extension, justement, de sa propre réussite qu'il voit sur ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Donc, en réalité, le père ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Oui, Michael Jackson, c'est un enfant, comme cet enfant, on attend de recevoir l'amour, mais il n'a pas reçu cet amour. Mais le père, en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne connaît pas c'est quoi l'amour, il n'a jamais reçu cet amour, lui non plus. Que demander de plus? Donc voilà, et c'est vrai que Michael Jackson, du coup, il a ce mélange de gratitude où oui, il reconnaît, il le sait que c'est grâce à son père, mais en même temps, il a cette terreur viscérale pour son père. J'aimerais rajouter un point. C'est vrai que dans le film, on parle de Joe Jackson comme c'est-à-dire, il est, pour être honnête, il est comme le diable. Dans le film, il est vraiment mis en scène comme le diable. Et je trouve que c'est un peu... Bon, oui, peut-être que c'était le cas, mais bon, je trouve que on aurait pu, certes, il avait ce côté, entre guillemets, diabolique, où il était vraiment trop dur, trop sévère et autres, et violent. Mais il y a aussi ce côté-là où il faut dire. Il faut le dire, et c'est important. C'était un père présent pour ses enfants. Présent à sa manière. Comme je le dis, il n'a pas manifesté de l'amour à ses enfants. Il ne sait pas ce que c'est qu'aimer, en fait. Pour lui, aimer, c'est aller travailler, payer le loyer pour que la famille ait un toit où dormir, ramener l'argent à la maison pour qu'il puisse avoir de quoi manger.
Pour lui, c'est ça aimer, hein, et c'est tout. Hein. Pour lui, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas faire des câlins à son enfant, c'est pas les amener au parc jouer, c'est pas lui dire je t'aime, non, parce qu'il ne connaît pas ça dans tous les cas. Il ne connaît pas ça. Donc, le père a néanmoins été présent. On sait que, notamment dans la communauté noire, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a des statistiques qui le disent, beaucoup d'hommes sont démissionnaires. Beaucoup de pères sont démissionnaires. Ils abandonnent leurs femmes, ils abandonnent leurs enfants, physiquement. Et lorsqu'ils les abandonnent, même pas physiquement, lorsqu'ils sont même dans le foyer, ils sont dans le foyer uniquement de corps, mais leur esprit n'y est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là, ils vont au travail, ils rentrent, oui, ils vous saluent, mais en fait, ils ne sont pas vraiment présents. Leur esprit n'est pas là. Ils ne sont pas réellement présents. Parce que être présent réellement, c'est quoi? C'est accompagner ses enfants dans leurs projets, dans leurs rêves. C'est veiller à ce que ces enfants ne s'égarent pas. C'est veiller à ce que... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas seulement d'aller travailler, de rentrer, de dormir, manger, dormir, non. C'est d'avoir une discussion profonde avec ses enfants. C'est de les accompagner tout au long de leur vie, leur enfance, leur adolescence, et ainsi de suite. Et le père de Michael Jackson, disons-le clairement, il était présent. C'était un homme qui n'a pas abandonné. C'était dur. Mais il n'a pas lâché sa famille. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes que quand c'est difficile comme ça, ils abandonnent, hein, ils fuient. Hein. Mais lui, il est resté. Et il n'est pas seulement resté de corps, mais il est resté de corps et d'esprit. Il était vraiment, mais alors vraiment présent. La preuve, il a fait un roi de la pop. Parce que il n'y aurait pas de Michael Jackson s'il n'y avait pas de Joseph Jackson. Il n'y aurait pas de... Il y a aussi sa sœur là qui chante. Il n'y aurait pas de Janet Jackson s'il n'y avait pas de Joseph Jackson. Il n'y aurait pas de Jackson 5 s'il n'y avait pas de Joseph Jackson. Vous voyez? Donc, il est la pierre angulaire. Il est la pièce maîtresse, justement. Il a été présent pour ses enfants. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, notamment à cette époque-là, à cette période-là, et même encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants de la communauté africaine, souvent terminaient dans des gangs, se faisaient souvent tuer, parce qu'il y avait peut-être des gangs où il y avait des règlements de compte. Beaucoup d'enfants, de jeunes afro se terminaient souvent en prison, terminaient souvent dans la drogue, terminaient souvent dans dans beaucoup de choses vraiment pas très douteuses. Pourquoi ces enfants s'égarent souvent? C'est parce que les parents ne jouent pas leur rôle. Là, dans la famille Jackson, le père a joué son rôle. Hein. Je suis désolée, le père a joué ses rôles. Il n'a pas eu d'enfant qui a fini en prison. Disons-le clairement. Il n'a pas eu d'enfant qui a terminé dans la drogue ou dans le ceci ou dans le cela. Bref, il a tenu ses enfants bien jusqu'à ce qu'ils soient adultes et qu'ils partent et qu'ils volent de leurs propres ailes. C'est un homme qui a bien tenu sa famille. C'est un homme qui a bien tenu ses enfants. C'est un homme qui a suivi ses enfants. Il avait un rêve pour eux ou pour lui qui est de gagner de l'argent en devenant star, en devenant des chanteurs. Et il a pris ses enfants, il les a formés. Il les a bâtis, il les a suivis, il les a encadrés, il les a accompagnés dans ce rêve qui en réalité était son rêve. Mais quoi qu'il en soit, il les a accompagnés, il a veillé sur eux. Michael Jackson et ses frères ne passaient pas les journées dehors à jouer comme les autres enfants. Les autres enfants allaient à l'école, après ils allaient au parc pour jouer. Michael Jackson et ses frères et sœurs, non. Eux, ils allaient à l'école, ils terminaient l'école, ils rentraient à la maison, ils s'entraînaient, ils dormaient, ils repartaient à l'école, ils rentraient, ils s'entraînaient. Donc c'était des enfants, le père était là. Le père terminait le travail, il rentrait et il se concentrait sur ses enfants pour les faire progresser, pour les entraîner, pour les bâtir. Et aujourd'hui, les Jackson sont devenus une marque. Jackson 5. Parce que ce monsieur-là, vraiment, il a fait le travail. Donc, c'est la partie où je trouve dommage. Dans le film, on le montre comme le diabolique. Oui, peut-être, ok, mais il faut aussi montrer le bon côté. Parce qu'il y a le mauvais côté de chaque personne, mais il y a aussi toujours le bon côté. Et c'est dommage que cette partie-là n'ait pas été mise en avant. C'est extrêmement important pour moi. C'est là où on voit que le rôle du père est extrêmement important dans la vie de ses enfants, dans une famille. Le père est un repère. Lorsqu'il n'y a plus de repère, les enfants se perdent. Les enfants ont besoin d'un cadre. Les enfants ont besoin d'un repère. Les enfants ont besoin des limites. Et qui de mieux qu'un père pour pouvoir poser
ses limites, pour pouvoir donner des repères à des enfants. Et Joseph Jackson a vraiment fait du bon boulot en ce sens. Il a élevé ses enfants, on voit bien ses enfants sont plutôt bien élevés. Et pour l'époque, pour des Noirs, excusez-moi, c'était rare. La majorité, je vous rappelle, finissait en prison. La majorité finissait par se faire tuer par des gangs. La plupart finissaient dans des substances illicites et autres. Ouais. Mais il a fait le job. Disons-le clairement. Ça, à ce niveau-là, chapeau bas, Joseph Jackson. On va parler maintenant de la mère, Catherine Jackson. Elle est le refuge et le conflit de loyauté. Vraiment, elle représente le refuge et le conflit de loyauté. Le rôle de la mère, en fait, c'était qu'elle était le pilier émotionnel. La douceur face à la dureté de son mari Joe. Et on le voit bien. Elle ne frappait pas ses enfants. C'est son mari qui frappait Michael. Mais elle regardait. Ok? Elle ne parlait pas, elle ne s'interposait pas, mais elle ne le frappait pas. Elle était plutôt celle qui était douce. Elle était celle qui amenait de la douceur justement face à cette dureté qu'il y avait dans la maison. Elle était celle qui était le pilier émotionnel. D'ailleurs, on voit Michael Jackson souvent avec sa maman, il rigole. D'ailleurs, avec son père, il ne rigole jamais. Il ne parle jamais, si ce n'est que de chanter, de danser, ouais. Mais avec sa mère, il a des discussions avec sa mère. On le voit, il regarde des films avec sa mère. Il mange des pop-corn avec sa mère, de la glace avec sa mère. Bref, ils ont des moments plutôt soft, des moments où Michael Jackson peut s'exprimer. Voilà, elle était vraiment la personne vers qui il pouvait s'exprimer parce que ce n'aurait pas été le père. Donc, elle est pour lui ce pilier émotionnel-là et cette douceur face à la dureté de son mari. Alors, elle a maintenu la famille unie, il faut le dire. Elle a vraiment maintenu la famille unie. Mais, par contre, elle avait une incapacité à s'opposer totalement à la violence de Joseph. Et cela a pu créer un sentiment d'abandon émotionnel chez Michael. Parce qu'à chaque fois où Michael Jackson se faisait battre, où il se faisait insulter par son père. Son père l'insultait des fois de gros nez. Où il se faisait battre, où son père l'obligeait à faire à s'entraîner alors qu'il était peut-être fatigué et autres. En aucun moment, sa mère, Catherine Jackson, n'est venue contrecarrer. En aucun moment, elle n'est venue s'interposer. En aucun moment, elle n'est venue pour dire non, arrête parce que là, tu vas trop loin. Bon, dans le film, pour être honnête, dans le film, on voit des moments où elle en parle, où elle lui dit à Joseph, ok, mais on sent qu'elle le dit, mais en même temps, je ne sais pas si c'est la peur qu'elle avait envers son mari aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était de la peur, parce que c'est vrai que dans le film, on le voit des moments où elle le dit, oui, mais elle ne le dit pas devant Michael. Elle le dit en aparté, toujours quand ils ne sont que tous les deux entre époux. Mais seulement, elle laisse faire quand même, il faut le dire, elle laisse Michael Jackson se faire tabasser régulièrement par son père. Et son incapacité justement à s'opposer totalement à cette violence justement, chez Michael Jackson, je pense que ça a pu créer ce sentiment d'abandon émotionnel. À ce moment-là, lui en tant qu'enfant, il se dit, ma mère n'est même pas capable de me protéger. C'est-à-dire que le père, c'est le bourreau. Et sa mère, c'est le refuge émotionnel, le pilier émotionnel, c'est chez qui il va se réfugier, avec qui il peut discuter, à celle qui est douce. Mais il se rend compte que face à la dureté du père, sa mère, sur qui il pouvait compter, sur qui il comptait, parce que tout enfant compte au moins sur sa mère pour venir le sauver, pour venir l'aider. Et il se rend compte que sa mère, en fait, ne vient pas à sa rescousse. Sa mère ne vient pas l'aider. Sa mère ne vient pas le sauver. Et en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'il enregistre? Il enregistre tout simplement parce que c'est un cerveau d'enfant, il faut le dire. Le cerveau d'enfant enregistre tout simplement que ma mère m'abandonne. Vous voyez? Ce sentiment d'abandon émotionnel. Ce sentiment-là que, mais en fait, si ma mère sur qui je compte, celle-là sur qui je compte, qui est ma mère, quoi, parce que je sors de son sein, si elle n'est pas capable de me protéger, si elle n'est pas capable de me venir au secours, personne ne peut le faire en fait. En fait, le monde, il enregistre que le monde c'est un monde dangereux et que personne ne viendra le sauver.
Parce que si sa mère ne peut pas le sauver, si sa mère ne peut pas venir justement pour l'aider, pour le protéger, si sa mère n'est pas capable de le protéger, qui le fera? Et lui, en tant qu'enfant, il enregistre que, mais en fait, dans le monde, il est seul dans le monde. Il est seul dans une jungle. Sa mère ne peut pas le protéger. Personne ne peut le protéger. Personne ne peut l'aider. Personne ne peut lui venir en aide. Son cerveau d'enfant a enregistré ça. Et il a ressenti ce sentiment d'abandon émotionnel face à sa mère. J'aimerais parler aussi de le garde du corps. Comment on l'appelle? Billy, Brian, je sais plus trop. Alors lui, c'est important, hein, il faut en parler. On en parle dans le film, on le voit bien. Il est le symbole de la fidélité. Parce que ce garde du corps-là a été garde du corps de Michael Jackson pendant longtemps, des années et des années. Il a commencé à être garde du corps de Michael Jackson à ses débuts. Et il a continué à être son garde du corps pendant longtemps, même à sa vieillesse, même presque. Et d'ailleurs, on le sait que lorsque, c'est pas dans le film, hein, ça en tant que fan de Michael Jackson, je connais l'histoire, on le sait que lorsque ce monsieur-là, lorsque son garde du corps, Billy Bryan, est mort, Michael Jackson avait été dévasté. Le garde du corps est le symbole de la fidélité. Il est resté avec Michael Jackson du début jusqu'à la fin. Il a vraiment aimé Michael Jackson, il l'a accompagné. Il est aussi le symbole de... Comment dire? C'est-à-dire qu'il est un peu le symbole du père, parce que de ce que le père de Michael Jackson n'a pas pu lui donner, n'a pas pu lui apporter, le garde du corps a pu lui apporter cela. Le garde du corps était celui qui l'écoutait, parce que Michael Jackson n'avait personne à qui il pouvait vraiment parler, par exemple, du comportement de son père, de ce qu'il ressentait envers son père. Même à sa mère, il ne pouvait pas en parler de ce qu'il ressent par rapport à son père, par rapport à ce que son père lui fait et autres, par rapport, voilà. Mais auprès du garde du corps, ça, il pouvait le faire. Et il s'exprimait auprès du garde du corps. Le garde du corps l'écoutait. Il l'écoutait. Il ne faisait pas semblant. Il l'écoutait. Et des fois, il lui proposait même des solutions. Mais il était vraiment là. Il était là du début à la fin. C'est vraiment le symbole de la fidélité. Le symbole là de celui qui, entre guillemets, un père de substitution. Ça veut dire que ce que le père aurait pu lui donner, le garde du corps lui a donné en un certain sens. Il lui a peut-être pas donné l'amour comme il aurait peut-être attendu d'un père, mais il lui a donné son oreille, il lui a prêté son oreille à chaque fois. Il lui a donné de l'écoute. Il lui a donné de son temps en l'écoutant. Il lui a donné certainement aussi des conseils. Ouais. Et ça, le père de Michael Jackson ne l'a pas fait. Le père de Michael Jackson... Il n'avait pas le temps d'écouter Michael Jackson. Hein. Il ne savait même pas c'est quoi. S'asseoir pour écouter un enfant, s'asseoir pour discuter avec Michael Jackson. Avec le gars du corps, il avait des discussions profondes. Avec lui, il pouvait vraiment s'ouvrir sans aucune crainte, rien. Et ce gars du corps, jamais ne l'a trahi, jamais il n'est allé balancer des choses que Michael Jackson lui a dit autres. Et ce gars du corps savait tout. Il savait les profondeurs de Michael Jackson, ce que Michael Jackson pensait. Il savait les profondeurs de cette famille. Mais il a gardé pour lui. Mais il a été juste présent pour Michael Jackson. Et Michael Jackson avait besoin d'une personne comme ça. Et je pense qu'il a vraiment été d'un grand soutien à Michael Jackson. Et qu'il a été justement une personne qui a aidé justement à permettre à Michael Jackson de tenir dans la jungle dans laquelle il était. La jungle familiale, mais aussi la jungle de l'industrie de la musique. Ok. Maintenant, on va parler de l'impact global sur la vie de Michael Jackson et sa carrière. Alors, l'impact sur sa carrière. Son besoin obsessionnel d'être le meilleur. Ouais. Je vous rappelle que Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps. Michael Jackson a bossé sur la chose. Il a bossé sur ça. Parce qu'il avait cette obsession d'être le meilleur. Et cette obsession, ce besoin obsessionnel d'être le meilleur est une réponse directe au besoin de prouver sa valeur à sa famille et au monde. Son père l'a éduqué dans l'excellence, dans le perfectionnisme, ok? C'est quelque chose qui est devenu, qui s'est imprégné en la personne de Michael Jackson et même devenu adulte, même lorsqu'il a coupé le cordon ombilical avec son père, il a gardé ce perfectionnisme-là et cette excellence-là. Et on le voit, il est très, dans sa manière de chanter, de danser, de faire ses clips, c'est quelqu'un qui aime la perfection. C'est vraiment un perfectionniste, mais il est excellent, il faut le dire. Et ce besoin obsessionnel, là, justement, d'être le meilleur, parce qu'il le disait, hein, il voulait être le meilleur.
Mais en fait, c'est tout simplement parce que lorsqu'il était enfant, je vous ai dit plus tôt que lorsque Michael Jackson était enfant, pour lui, pour se faire aimer de son père, il fallait qu'il soit parfait. Il fallait qu'il chante bien. Il fallait qu'il chante sans faute, qu'il danse sans faute. Et là, son père était content. Donc, cette obsession de devenir le meilleur là, étant adulte, c'était tout simplement son besoin de prouver sa valeur à sa famille. Un besoin, justement, de prouver sa valeur au monde. Vous voyez? C'est-à-dire que il a enregistré tout simplement, son cerveau d'enfant a enregistré que pour quand même je dois être parfait, pour quand même je dois chanter bien, pour quand même je dois danser bien, pour quand même ça doit être parfait, ça doit être excellent. Et il se dit non, je veux être le meilleur. Pour être le meilleur, je dois être excellent, je dois être perfectionniste. Mais en réalité, c'est tout simplement parce qu'il a ce besoin-là de prouver sa valeur à sa famille. Parce que toute son enfance, il a dû prouver sa valeur à son père. Il a dû faire plaisir à son père en étant justement excellent et perfectionniste. Et là, il a besoin justement de prouver cette valeur encore à sa famille, mais maintenant aussi au monde entier. Donc, c'est là où ça a eu justement cet impact sur sa carrière. Alors oui, ça a eu un bel impact sur sa carrière, puisque dans tous les cas, Thriller, c'est l'album le plus vendu de tous les temps. Vous voyez? Et ça a justement permis à Michael Jackson justement d'être le meilleur. Parce qu'au final, il est devenu le meilleur. Il a fini par être le meilleur. C'est lui le roi de la pop. C'est à lui qu'on a donné ce nom de roi de la pop. Vous voyez? Parce que, oui, il a perfectionné. Il a été excellent dans son art. Ça, il faut le dire. Il a excellé à un niveau incommensurable. Mais pour lui, en fait, donc c'était pour prouver à sa famille, prouver à son père qu'il peut prouver au monde. Et ça lui permettait aussi de recevoir de l'amour. Vu que son père, pour que son père l'aime, il fallait qu'il chante bien, qu'il danse bien. Il a intégré que pour quand même, voilà, pour recevoir de l'amour des autres, il faut que je perfectionne. Il faut que j'excelle. Et en excellant, en devenant ce meilleur justement, il avait cette sensation-là justement, il éprouvait, il avait pour lui, il avait en retour l'amour de sa famille et en retour l'amour du monde. Et pour avoir cet amour du monde de sa famille dans sa tête, dans son psyché, il fallait qu'il perfectionne. D'un sens, c'est une bonne chose parce que du coup, ça lui a permis d'être effectivement le meilleur, le roi de la pop et vraiment de nous régaler. Il a une carrière exceptionnelle. Maintenant, le psyché, sur son psyché, l'impact sur son psyché, c'est tout simplement que, arrivé au sommet, il a grimpé les échelons et il est arrivé au sommet. Seulement, vous savez, le sommet, au sommet, on est seul. Hein. Au sommet, il y a un isolement dont on ne parle pas. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être ci, ça. Mais beaucoup de gens ignorent que le sommet va avec l'isolement. Plus il réussit, plus Michael s'isole, car il ne sait pas comment interagir de manière normale sans le filtre de la célébrité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que plus il réussit, plus il monte, plus il va au sommet et plus il s'isole. Parce qu'il ne sait pas en fait comment on interagit en fait de manière entre guillemets normale sans le filtre de la célébrité. Il faut aussi dire que c'est vrai que quand il était enfant, il n'avait pas d'amis. Mais en même temps, quand il était enfant, il n'avait pas le temps d'aller jouer comme les enfants de son âge. Il n'avait pas une enfance normale, comme un enfant de son âge, aller jouer au parc, aller s'amuser et tout ça. Il n'a pas eu ça. Donc c'est vrai qu'il n'a pas déjà eu des amis. Mais plus, en grandissant aussi, en devenant encore, en montant au sommet, cet isolement s'est agrandi en fait. Cet isolement est devenu encore plus grand et il était encore plus seul en fait. Et pour lui, c'était difficile pour lui en fait d'interagir de manière entre guillemets normale sans justement ce filtre de célébrité. Ensuite, il y a la partie de la métamorphose physique. Okay? On va analyser comment ces changements d'apparence peuvent être interprétés comme une volonté de s'éloigner des traits de son père ou de l'image qu'on lui imposait. Il faut dire que son père, lorsqu'il était enfant, lui disait gros nez, gros nez, gros nez, gros nez, gros nez. Chose bizarre, le père aussi, il a le gros nez. On comprend que le père lui-même, c'est-à-dire qu'une personne a un gros nez et il dit à une autre personne que tu as un gros nez. En gros, il s'est dit, je t'insulte. En fait, il est en train de s'insulter lui-même. C'est incroyable. Mais écoutez, donc, à
force un enfant qui entend chaque jour groner, bon, il finit par développer un complexe, justement. Son nez était devenu un complexe. Et sa première chirurgie, une fois qu'il a grandi, c'était justement d'aller refaire son nez. Ça a commencé par là. Okay? Donc, c'est son père, justement, qui lui a créé ce complexe-là de nez. Pourtant, c'était un beau gosse. Mais vraiment, enfant, il était très beau. Même avec son soi-disant gros nez, il était beau déjà. Il était magnifique. Il était waouh. Et seulement, il a fait le nez une fois, puis 2 fois, plusieurs fois. Voilà. Donc, et je pense en fait que justement, il a fait tout cela aussi. Il a voulu se métamorphoser aussi, peut-être. OK? Pour justement s'éloigner des traits de son père et de l'image qu'on lui imposait. Parce que son père était le tyran de sa vie. Son père était celui qui le terrorisait. Mais en grandissant, on n'a pas envie de ressembler à son bourreau. Parce que oui, son père était son bourreau dans son psyché, à lui d'enfant. Il a grandi avec ça. Mais qui veut ressembler à son bourreau? Personne. Donc, je pense que, hormis le fait que son père lui a fait développer ce complexe-là, de gros nez notamment, il avait aussi cette volonté de s'éloigner des traits de son père. Et les traits de son père, c'est quoi? Son père a un gros nez. Voilà, il faut le dire clairement. J'aimerais aussi noter le fait que, bon, il avait une maladie de la peau, hein, il avait le vitiligo. Voilà, il avait le vitiligo et c'est cette maladie-là qui l'a poussé par la suite justement à... Parce qu'en plus, ce vitiligo se répandait un peu plus, s'agrandissait plus sur son corps. Il était obligé de constamment se maquiller. Puis par la suite, il a dû faire je crois des injections, je sais pas quoi, et puis ça a blanchi sa peau et autres. J'aimerais noter juste un point. Michael Jackson, malgré sa maladie de vitiligo, il ne s'est pas trouvé une excuse. Son père non plus ne s'est pas trouvé une excuse. Il aurait pu se dire, ah non, j'ai la maladie de la peau, il faut que je me cache. Non, patati patata. Il aurait pu se trouver 1001 excuses. Mais il a refusé de se trouver des excuses. Il est devenu le roi de la pop. Il est devenu légendaire. Donc, vous comprenez ici qu'il faut arrêter de vous trouver des excuses. Oui. Là, c'est aussi un enseignement. Arrêtez de vous trouver des excuses. Peu importe. Il avait ses problèmes de peau. Il avait ce vitiligo qui grandissait, qui devenait de plus en plus... voilà. Bon, au début, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne s'est pas dit, je ne vais pas chanter, je ne vais pas me montrer. Non. Il a trouvé des solutions, justement. Parce que son rêve, c'était de devenir le roi de la pop. Devenir le meilleur, devenir une légende. Et il a juste trouvé des solutions. Au départ, c'était le maquillage, le fond de teint qu'il mettait partout pour essayer de masquer justement ces problèmes de peau-là. Et puis par la suite, bon, c'était des injections autres. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas trouvé des excuses. Il a plutôt trouvé des solutions. Dans la vie, si vous voulez devenir excellent, si vous voulez arriver au sommet, si vous voulez juste devenir la meilleure version de vous-même, vous ne devez pas vous trouver des excuses, mais trouver des solutions à ce que vous trouvez être, entre guillemets, des problèmes. C'est extrêmement important. Donc, vous voyez, Michael Jackson il a été élevé dans la discipline, il a été élevé dans le perfectionnisme, il a été élevé dans tout ce qui est, voilà, carré, parfait. Et c'est quelque chose qui est resté jusqu'au bout, en fait. Vous comprenez que vous qui avez des enfants, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire exactement comme Joseph Jackson, hein, mais comprenez que si vous-même vous êtes déjà excellent, parce qu'il faut le dire, hein, si le père a réussi à rendre excellent ses enfants, notamment Michael Jackson, c'est parce que lui-même, il s'était imposé un certain type d'excellence. Il était le manager. Et en tant que manager, il était excellent. Disons-le nous clairement. Il était excellent dans son job de père, mais aussi et surtout dans son job de manager. Surtout dans son job de manager, plus que de père. Parce que lui, il faut le dire, le père était plus un manager qu'un père. Hein. En réalité, il avait plus le rôle de manager que de père. Et j'ai l'impression que des fois, il oubliait qu'il était père. Et qu'en tant que père, il y a des choses qu'un père doit faire. Mais lui, il se voyait plus comme un manager. Voilà quoi. Et c'est parce qu'il se voyait plus comme manager qu'il a éduqué ses enfants de la sorte, en fait, en oubliant le côté du père. Est-ce que un père fait dans la vie de son enfant? Un père, il apporte de l'amour. Un père, il apporte de l'attention. Un père, il donne des paroles valorisantes à son enfant. Un père, il fait plein de choses avec son enfant. Il le sort, tout ça. Mais lui, il ne le faisait pas parce que pour lui, il n'était pas un père. Inconsciemment, il était un manager.
Et il devait former, il devait former justement son clan de Jackson 5. Et c'est important, pourquoi? Parce que vous voyez que Michael Jackson, en ayant grandi dans la discipline, dans le perfectionnisme, ben, c'est quelque chose qui est resté en lui en fait. C'est resté en lui. Il a grandi, c'est resté en lui parce que c'est devenu inné. Si on peut dire ça. Bon, pas inné, mais c'est devenu, ça lui a coulé à la peau parce que c'est devenu une seconde nature. Ici, vous savez, sur cette chaîne, on parle de confiance en soi, d'estime de soi, amour de soi et autres. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle d'ici là de paradoxe de la confiance en soi. C'est l'aspect le plus fascinant parce que Michael souffrait d'une confiance en soi scindée en deux. Alors, j'ai appelé ça le moi public qui est l'alpha et le moi privé l'oméga. Ok. Donc, le moi public, l'alpha, c'est sur scène, Michael est un dieu avec un petit d. D'ailleurs, vous voyez, lors de ces concerts, il y a des personnes qui tombaient évanouies. Il y a des personnes qui perdaient connaissance. Il y a des personnes qui étaient tellement hystériques. Donc, sur scène, il est un dieu. Il contrôle chaque pixel, chaque fréquence sonore. C'est sa zone de sécurité absolue. Car il y est intouchable. À ce niveau-là, il est intouchable. Mais, à côté de cela, nous avons le moi privé que j'appelle l'oméga. Dans l'intimité, lorsqu'il n'est pas sur scène, il est resté le petit garçon timide qui a peur de décevoir. Parce que oui, Michael Jackson est timide à la base. Il est timide. Sauf quand il est sur scène, dans son art. Mais de base, dans l'intimité, il est timide. Et il est resté ce petit garçon-là, justement, qui a peur de décevoir. Peur de décevoir son père. Maintenant, il est adulte et il vole de ses propres ailes. Ce n'est plus son père, certes, mais aujourd'hui, c'est le public. Il a peur de décevoir son public. Son public, aujourd'hui, plus tard, étant adulte, représente en fait son père. Ce père-là qui ne veut pas décevoir. Sa confiance, donc, s'effondre dès qu'il n'est plus en performance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que sa voix est souvent haut perchée, son attitude est plutôt effacée. Vous allez voir, il est très timide. Il a une attitude effacée, discret. Et lorsqu'il parle même, je ne sais pas si vous avez vu des interviews de Michael Jackson, il a pas une voix grave, il a une voix assez... voilà quoi, assez... Vous voyez. C'est ça en fait, parce que lorsqu'il n'est pas sur scène, sa confiance s'effondre. Oui, parce qu'il n'est plus en performance en fait. Et sa confiance s'effondre. Vous voyez. Donc il y a ces deux aspects-là. Là où il est sur scène, il a un dieu. Il contrôle tout. On le voit, il ressort son alter ego. Il est en pleine confiance. C'est-à-dire, il est dans son plein art. Quelque chose qu'il maîtrise. Mais dans le privé, dans la vie intime, il est timide. Il redevient ce petit garçon qui manque un peu de confiance en lui, qui est effacé. Vous voyez? La deuxième chose, j'aimerais parler de l'impact de la famille sur le psyché, justement. La partie de l'amour conditionnel. Normalement, les parents sont censés donner un amour inconditionnel à leurs enfants. Ok? Mais dans le clan Jackson, on constate ici l'amour est conditionnel, entre guillemets. L'amour dans la famille Jackson est transactionnel. Pour Joe Jackson, Michael était un produit. Ah oui, Michael Jackson était un produit. Ce n'était pas son fils. On le voit clairement. Grâce à Michael Jackson, il peut devenir riche. Grâce à Michael Jackson, il peut devenir l'homme qu'il n'a jamais été. Grâce à Michael Jackson, il peut vivre dans la maison de ses rêves. Grâce à Michael Jackson, il peut vivre la vie de ses rêves. Il peut avoir beaucoup d'argent et autres. Donc pour Joe Jackson, Michael n'est pas un fils, n'est pas un enfant, n'est pas son enfant, mais il est un produit. Et le psyché de Michael a intégré très tôt, dès petit, que pour être aimé, ou alors pour ne pas être puni, il devait juste être parfait. Et cela a donc créé une anxiété de performance qu'il a poursuivie jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, il voulait toujours être parfait. Il était toujours dans ce perfectionnisme-là. C'était une anxiété de performance, vous voyez, qui, de base, devrait être sain, mais en fait, au final, c'est devenu toxique pour lui. Parce que, c'est-à-dire, pour être aimé ou pour ne pas être puni, parce que dans son enfance, c'est ce qui se passait. Il était puni
quand il ne faisait pas ce que son père voulait qu'il fasse, quand il ne chantait pas avec perfection, lorsqu'il ne dansait pas, lorsqu'il n'excellait pas. Son père le punissait, il le battait et il n'était pas aimé. Donc, il a donc intégré qu'il devait être parfait. Pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu. Et ça a donc créé cette anxiété-là, une anxiété de performance qu'il a poursuivie toute sa vie, en fait, jusqu'à sa mort. Catherine, sa mère, elle était comme le tampon. Le père qui est dur et elle était plus comme tampon. Elle représentait cet amour inconditionnel. Oui, ça dit celle-là qu'elle aime vraiment ses enfants sans condition, qu'ils chantent bien ou pas, qu'ils soient sages ou pas, peu importe, elle les aime. Elle aime son fils de manière inconditionnelle. Mais son impuissance face à la violence de son mari a créé chez Michael un sentiment de solitude. Il a grandi avec l'idée que même ceux qui nous aiment ne peuvent pas nous protéger. Vous vous rendez compte? C'est extrêmement important. Ensuite, la synergie de la famille, une entreprise. C'était une entreprise, mais pas un foyer. Ça, on le voit. La manière dont Joe Jackson gérait sa famille, il ne la gérait pas comme une famille. Mais il les gérait comme une entreprise. Parce que lui, il avait son projet. C'est de devenir riche, d'avoir de l'argent. Voilà. Et pour cela, c'était au travail de ses fils-là d'étudier ses enfants. Donc, il les gérait comme... Il était un manager. Et il les gérait comme une entreprise. C'était pas une famille normale. Où il y a des câlins, où on voyage, où on sort ensemble, on va au parc, machin. Non. Ce n'était pas une famille normale, mais c'était une famille qui fonctionnait comme une unité militaire. C'était vraiment millimétré, c'était comme à l'armée. Alors, c'est vrai que Michael était le leader, alors qu'il était le plus jeune. Alors, imagine la pression psychologique, porter le destin financier de ses frères aînés, ainsi que, alors que tu as à peine 10 ans, quoi. Parce que c'est vrai, Michael Jackson était le soutien financier de toute sa famille. C'est grâce à Michael Jackson, parce qu'il faut le dire, dans le clan Jackson, il était certes, dans le Jackson 5, il était certes le plus petit, mais c'est lui le leader. C'est grâce à Michael Jackson qu'ils ont pu déménager, s'acheter une villa avec piscine. C'est grâce à Michael Jackson si leur vie, si leur destin a changé, ça il faut le dire. Alors je pense qu'il ressentait une sorte de pression, vous savez. Il porter le destin financier de tes frères aînés. Oui, c'est une pression psychologique. Il ne l'a peut-être pas dit, mais croyez-moi que c'est une pression psychologique. Alors, vous savez, après, par la suite, Michael Jackson a commencé à être en solo. Donc, il y a eu sa carrière solo qui est un acte de rébellion psychologique. Oui, parce qu'il était emprisonné. Il était emprisonné par son père. Voilà, il était comme dans une cage, il était comme dans une prison où son père était le bourreau, où son père décidait pour lui, son père devait penser pour lui, son père devait réfléchir pour lui. Tout ce qu'il faisait, il devait attendre l'approbation, l'aval, le feu vert de son père. Et il devait toujours tout faire avec le groupe, sauf qu'il en avait marre. Il voulait s'exprimer. Donc, il a eu cette carrière solo-là qui était pour lui une sorte d'acte de rébellion psychologique. Et en quittant le groupe, justement, il essaye de tuer ce côté en lui de l'employé pour devenir son propre patron. Mais malgré le fait qu'il quitte le groupe, qu'il quitte la famille, qu'il n'est plus, entre guillemets, l'employé de son père, malgré le fait qu'il devient son propre patron, il reste néanmoins hanté par les méthodes de son père. Oui, son obsession du contrôle, l'obsession de la perfection, l'obsession de l'excellence. Il reste malgré tout hanté par cela. C'est extrêmement important. Vous voyez, je vais m'arrêter ici, parce que sinon, la vie de Michael Jackson, on pourrait en parler des heures. Mais ici, on va s'arrêter ici. Comme je le disais, le but, justement, est d'en tirer des leçons. Ce que j'ai expliqué, c'est pour que vous voyez. Est-ce que tu es un parent, peut-être? La manière dont tu dois éduquer tes enfants. Fais attention. Ok? Ne renvoie pas tes frustrations sur ton enfant. Tu avais rêvé d'être plus jeune, devenir, je ne sais pas moi, médecin. Tu n'as pas réussi à l'être et tu commences à mettre une pression sur ton enfant, à faire comme Joseph Jackson. Calmos. Ne soyez pas des Joseph Jackson dans la vie de vos enfants. Oui, c'est-à-dire les enfants ont besoin de cadres, ils ont besoin de limites.
Mettez des cadres, des limites. Soyez des parents. Soyez stricts quand il faut être strict avec vos enfants. Soyez doux quand il faut être doux. Apportez-leur de l'amour, apportez-leur de votre temps, de tout. Mais vraiment, il faut toujours trouver le juste milieu. Vous voyez, Joe Jackson n'avait pas trouvé le juste milieu, c'est ça le problème. La mère non plus n'avait pas trouvé le juste milieu. C'était toujours soit blanc, soit noir. Vous, en tant que parent, essayez de trouver le juste milieu dans l'éducation de vos enfants. Ça ne doit pas être trop strict, ça ne doit pas non plus être la fête, quoi. Vous voyez? Pas de laxisme non plus. Il ne faut pas que ce soit trop strict, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de laxisme. C'est extrêmement important. Et pour vos propres vies, vous voyez, peut-être Michael Jackson, je ne sais pas, peut-être que vous voyez ce que Michael Jackson a vécu. Le psyché. Beaucoup d'entre nous, ok, on va dire nous, sommes des Michael Jackson miniatures. C'est-à-dire, on a des traumatismes qu'on a intégrés, qu'on a depuis l'enfance, des traumatismes qui nous ont été créés par nos parents, ou par un membre de la famille, ou même par des amis, ou par un partenaire. Mais nous sommes tous, en quelque sorte, des Michael Jackson en miniature. Et il faut vraiment travailler sur vous. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter, pour la fin de ce podcast, à consulter. Si vous avez des problèmes, ok? Des problèmes de confiance en soi, des signes de soi, si vous avez des problèmes psychologiques, si vous avez des problèmes vraiment avec vos émotions hautes, consultez. Consultez des thérapeutes, consultez des psychologues, consultez des psychiatres, s'il le faut. Consultez des coachs, s'il le faut. Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que Michael Jackson n'avait pas été suffisamment bien accompagné. Connaissant la fin qu'il a eue, je me dis, est-ce qu'il n'avait pas de thérapeute? Il n'était pas suivi par des thérapeutes? Est-ce qu'il n'avait pas de psychologue, voire psychiatre? Est-ce qu'il n'avait pas de coach? Parce que c'est là où c'est vraiment, ça m'interpelle. Parce qu'il est extrêmement important, notamment et surtout lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes en train d'aller au sommet, lorsque vous êtes au sommet, et même lorsque vous n'y êtes pas, d'être accompagné des bonnes personnes. Déjà, vous-même, avoir un bon entourage, que ce soit dans votre famille, vos amis, mais aussi de vous faire accompagner par des professionnels. Vous devez avoir, tout comme vous avez, par exemple, vous voyez, Michael Jackson, il avait des avocats, des bons avocats. Il avait certainement des juristes, des fiscalistes, des comptables, tout ça. Il avait tout ça, des gestionnaires de patrimoine. Mais vous devez aussi avoir un psychologue, un psychiatre, un coach ou plusieurs, voilà. Mais ne restez pas là les bras croisés. Parce que les blessures du passé ne se guérissent pas en croisant les bras. Non. Les traumatismes de l'enfance ne se guérissent pas en croisant les doigts. Non. C'est pas en croisant les bras que ça va se guérir. C'est pas le temps qui va faire que ça va se guérir. Vous voyez Michael Jackson? Pendant toutes ces années, malgré qu'il ait laissé, même il est quitté, il a laissé sa famille. Les traumatismes de l'enfance, là, étaient toujours en lui. C'est-à-dire qu'il est sorti de la prison, mais la prison était encore en lui. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Vous avez beau sortir de votre prison, mais la prison est encore en vous. Vous avez beau sortir du ghetto où vous étiez, mais le ghetto est toujours en vous. Et c'est de cela dont il s'agit. Il va falloir travailler, vous faire accompagner pour sortir cette prison à l'intérieur de vous, pour sortir ce ghetto à l'intérieur de vous, parce que c'est extrêmement important. Le travail doit d'abord se faire en interne. C'est une chose de quitter, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, le travail a été fait? Je pense même qu'avant de quitter, il faut d'abord faire le travail à l'intérieur de soi. Avant de quitter ta prison, il faut d'abord que tu travailles afin que la prison sorte de l'intérieur de toi. Afin que la prison qui est à l'intérieur de toi, elle doit d'abord sortir. Une fois que cette prison est sortie de toi, maintenant, ça va être juste une question de... Ça va être extrêmement facile, ça va être comme une lettre à la poste. Maintenant, tu pourras, toi, sortir de la prison. Mais lorsque vous faites le travail inverse, c'est-à-dire que vous sortez de la prison, mais le travail est à l'intérieur de vous et la prison encore en vous, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous devez d'abord faire le travail à l'intérieur de vous. Et ensuite, par la suite, le travail externe se fait beaucoup plus facilement. Michael Jackson a quitté sa prison. Il a quitté ses bourgs, il a quitté... Mais malgré ça, il avait toujours ce problème-là. Il avait ce problème où il avait besoin de la validation de son père, de sa famille, la validation du monde, la validation de ses fans et autres. Il était hanté par des démons. Ici, je ne vais pas parler des conséquences, de l'impact de l'industrie de la musique. Hein. Parce que oui, l'industrie de la musique a aussi
son tort dans la vie de Michael. Mais là, ici, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est beaucoup trop long sinon. Mais vous devez faire le travail qu'il y a à faire. C'est extrêmement important. Michael Jackson n'a jamais cherché la gloire pour l'argent ou le pouvoir. Il l'a cherché pour combler un vide laissé par une famille qui lui a tout appris, sauf comment s'aimer lui-même. Michael Jackson était un dieu sur scène. Michael Jackson sur scène, il nous donnait l'impression d'avoir pleinement confiance en lui, de s'aimer pleinement, d'avoir de l'estime pour lui. Mais la réalité est que une fois hors de scène, il ne savait pas comment s'aimer lui-même. Il n'avait pas réellement de l'estime pour lui-même. Et sa confiance en lui-même était au niveau vraiment très bas. Et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir cette illusion de confiance en soi, d'amour de soi, d'estime de soi. Qui es-tu lorsque les projecteurs s'éteignent? Qui es-tu lorsque les caméras s'éteignent? Qui es-tu dans ton intimité? C'est ça qui est important. Parce que c'est ce que tu es lorsque personne ne te voit qui détermine réellement qui tu es. C'est ce que tu es lorsque tu es seul, dans l'intimité, chez toi, où il n'y a pas de caméra, où personne ne te voit, personne ne t'entend. C'est ça que tu es réellement. Donc vraiment, que la vie de Michael Jackson nous enseigne. Et j'espère vraiment que vous aurez en tiré beaucoup de leçons, justement, de la vie de Michael Jackson, qui reste pour moi une légende. Je suis une fan de lui, une grande fan. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà regardé le film? J'ai pas voulu spoiler, mais est-ce que vous avez déjà vu le film? Est-ce qu'il vous a plu? Moi, j'ai adoré. Ouf, j'ai adoré. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes une fan de Michael Jackson? N'hésitez surtout pas, si ce n'a pas encore été fait. Si ce podcast vraiment t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager massivement. Je te donne rendez-vous dans un prochain podcast. Bye.